Une nouvelle fois, bienvenue à toutes et à tous. Je suis Fabien Piasecki, des coordinateurs de l'association Sciences Citoyennes. Au cours de cette section, nous allons tâcher de définir ce que sont les conventions de citoyens et aussi quelles sont les conditions minimales pour la mise en œuvre de procédures légitimes. Pour évoquer tout cela, Marie-Angèle Hermite et Dominique Rousseau vont nous parler de leur expérience, puisqu'ils ont participé tous les deux, comme l'a dit Aude tout à l'heure, à la définition même des conventions de citoyens. Donc je vais vous les présenter très rapidement, et après leur laisser la parole, comme ça nous ferons rattraper un peu le temps perdu. Donc Dominique Rousseau a été professeur de droit constitutionnel à l'Université Paris 1 jusqu'au printemps de cette année. Il a été membre du Conseil supérieur de la magistrature de 2002 à 2006, et a été directeur de l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne de 2014 à 2019. Ses recherches portent notamment sur la notion de démocratie et de contentieux constitutionnel. Comme Marie-Angèle Hermite, il a participé à la définition des conventions de citoyens, comme je vous le disais, avec Jacques Testard, Michel Calon et Florence Jacquemot. Marie-Angèle Hermite est directeur de recherche honoraire au CNRS et directeur d'études honoraires à l'École des hautes études en sciences sociales. À partir de 1982, elle a travaillé sur le droit des biotechnologies, les brevets, la diversité biologique, les semences, les risques. C'est à ce titre qu'elle a participé en 1998 à la première conférence de citoyens tenue en France sur les biotechnologies dans l'agriculture. Elle a ensuite participé à l'organisation d'une deuxième conférence sur le changement climatique en 2002, sur les antennes relais en 2009, et enfin sur les déchets nucléaires à Bure en 2014. Outre une tentative ratée sur la science économique en 2017, c'est l'apprentissage de la méthodologie par la rectification progressive des erreurs dont il sera question ici. Dominique, je vous cède la parole. Bien, merci. Bonjour à chacune et à chacun. Merci de votre invitation. Alors, comme vous venez de le dire à l'instant, comme vous l'avez rappelé ce matin, on assiste actuellement à une explosion de conférences de citoyens, de jurys de citoyens, de conférences de consensus, un peu partout en France. Il se trouve que, à l'initiative de Jacques Testard, nous avons travaillé pendant 2 ans, de 2005 à 2007, dans le cadre d'un programme qui liait la Fondation des sciences citoyennes et la région Île-de-France à imaginer ce que pourraient être alors au début on appelait ça conférences de consensus, conférences de citoyens, et finalement on a fini par stabiliser le nom de convention de citoyens. On a donc travaillé pendant 2 ans sur ce projet, et qui a été porté donc par Marie-Angèle Hermite, Michel Calon, Jacques Testard, Florence Jacquemot, pardon, qui est ici, et moi-même, j'étais le juriste de service, et tout ça s'est terminé par la rédaction, évidemment, d'une proposition de loi organique visant à introduire dans l'ordre juridique français ce nouvel instrument. Alors, ce matin, rapidement, on est évidemment très content de voir que 13 ans après le travail que nous avons fait, ça commence à avoir quelques échos. Qu'est-ce que c'est que les conventions de citoyens? Pour le dire très brièvement, pour gagner du temps, pour nous, en tous les cas pour moi, je laisse évidemment chacun ensuite, membre du groupe, de nuancer, les conventions de citoyens sont un des instruments possibles de transformer de manière radicale la forme d'organisation politique de nos sociétés. Autrement dit, ça peut être un instrument vers ce que j'appelle une démocratie continue. Et je dirais pourquoi je l'appelle continue plutôt que participative. Alors, en quoi ces conventions peuvent-elles être un instrument de la démocratie continue, et à quelles conditions peuvent-elle l'être. Il faut être très prudent aujourd'hui avec l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Il faut plutôt parler au conditionnel qu'au présent. Aucun indicateur.
en quoi elle pourrait être un instrument de la démocratie continue d'abord. D'abord, elle pourrait être un instrument de la démocratie continue parce que ces conventions de citoyens ont pour objet de donner la parole aux citoyens entre deux moments électoraux. Je crois que c'est ça qui est important. Jusqu'à présent, vous connaissez la définition de la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, mais tout ça c'est bidon. En réalité, la démocratie aujourd'hui, c'est le gouvernement du peuple, par les représentants du peuple, pour, alors les multinationales, les représentants du peuple, pour le peuple, je vous laisse le choix de la réponse. Nous sommes aujourd'hui dans une forme représentative de la démocratie qui repose sur cette idée que le suffrage universel, contrairement à ce qu'on dit souvent, ne consiste pas à donner le pouvoir au peuple, qui s'exprime par le vote, mais à légitimer par le vote l'action et les décisions des représentants. La grammaire de notre société aujourd'hui, depuis 1789, c'est au nom de. Hein, au nom de, on décide, au nom du peuple. Et il s'est opéré avec le temps une fusion entre les représentants du peuple et le peuple. Au point que les représentants du peuple se prennent pour le peuple. Et il y a une fusion entre les représentants et le peuple, et les représentants du peuple ne peuvent pas imaginer que le peuple puisse s'exprimer en dehors du vote. Et ça, sans vouloir remonter très loin dans l'histoire, dans la Grèce de Périclès, mais si on se réfère simplement à notre modernité constitutionnelle, c'est-à-dire 1789, il y a un discours de Sieyès qui est très clair, en septembre 1789, où Sieyès dit le peuple ne peut parler et agir que par ses représentants. Et quand les représentants parlent, eh bien, le peuple doit se taire. C'est pas moi qui parle, hein, c'est Sieyès. Autrement dit, depuis 1789, nous fonctionnons sur cette conception-là de la démocratie. Alors, ce qui est très amusant, c'est que Sieyès disait, quand il dit ces paroles, il disait « La France va devenir un régime représentatif. La France, dit-il, ne saurait être une démocratie. Nous créons un régime représentatif. Et aujourd'hui, on parle tous de manière évidente de démocratie représentative. Or, démocratie représentative, c'est un oxymore. C'est pas possible. Hein, on a oublié qu'à l'origine, il y avait une opposition entre démocratie et régime représentatif. Et aujourd'hui, on pense que la seule forme possible de la démocratie, c'est la représentation, notamment par le vote. Vous connaissez tous ces formules. Tous les gouvernements l'ont dit, de droite, de gauche, du centre. C'est pas la rue qui gouverne, c'est les urnes. Hein, ça résume parfaitement, avec le langage d'aujourd'hui, le propos de Sieyès. Les conventions de citoyens ont précisément pour objet, et souhaitent avoir pour effet, de casser la forme représentative de la démocratie en permettant aux citoyens d'intervenir en dehors des moments électoraux. C'est pour ça que je préfère parler de démocratie continue plutôt que participative, dans la mesure où la démocratie représentative est une démocratie participative. Les citoyens participent à l'élection. On parle d'ailleurs de participation électorale. Parler de démocratie délibérative, on délibère aussi dans une démocratie représentative. Au Parlement, on délibère. Bien, mal, etc. Mais en tout cas, on délibère. Le mot continu dit plus, à mon avis, évidemment,
dit plus que participative ou délibérative, ça signifie que la démocratie ne s'arrête pas. Alors elle ne s'arrête pas à l'État, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on a démocratisé l'État qu'on a démocratisé la société. La démocratie est une forme de société, et pas seulement une forme d'État. La démocratie ne s'arrête pas, comme on disait autrefois, au seuil des entreprises, ou des écoles, ou de la famille, mais la démocratie doit pénétrer, doit se diffuser dans l'ensemble des secteurs sociaux. C'est pour ça que c'est une forme de société et pas simplement une forme d'État. Et puis la démocratie continue après le vote. La démocratie ne s'arrête pas le dimanche après avoir mis son bulletin dans l'urne. Les conventions de citoyens, parce qu'elles permettent, parce qu'elles donnent précisément la parole aux citoyens entre deux moments électoraux, est un instrument qui casse la logique représentative de la démocratie. C'est pour ça que je ne pense pas, contrairement à ce que disent les journalistes qui parlent un peu vite, n'est-ce pas, aujourd'hui, il n'y a pas une crise de la démocratie. Il y a une crise de la forme électorale et représentative de la démocratie, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et on voit bien, vous l'avez rappelé tout à l'heure, qu'il y a une aspiration de la société civile non organisée à participer à l'élaboration des normes de la cité, que ce soit la ville, la région ou l'Europe, et même le monde, puisque dans d'autres enceintes, je défends l'idée de la citoyenneté du monde et d'une constitution mondiale, et ça c'est entre parenthèses. Le deuxième élément, c'est que les conventions de citoyens non seulement donnent la parole aux citoyens, alors que la démocratie représentative ne lui donne pas la parole. Vote et tais-toi. Les conventions des citoyens donnent à cette parole une portée, évidemment je suis juriste, donc je vais utiliser un vocabulaire de juriste, donne à cette parole une portée normative. Et là aussi c'est un renversement par rapport à la conception représentative de la démocratie. Si on prend les grands auteurs, comme Montesquieu par exemple, Montesquieu disait les citoyens sont incapables de gérer eux-mêmes les affaires de la cité. En revanche, leur seule compétence, c'est de pouvoir désigner les représentants. Et finalement, on fonctionne là aussi, depuis 1789, auparavant, on fonctionne sur cette idée que le citoyen n'est pas compétent. Et si vous remarquez, là aussi, le mot citoyen, comment dire, est utilisé ou renvoie à un usage restrictif. Notre démocratie actuelle, la démocratie représentative, elle n'a pas besoin de citoyens. Elle a besoin d'électeurs, mais pas de citoyens. Elle a besoin qu'il y ait des gens votent, puis après se taisent. Le système capitaliste, pour parler comme n'a pas besoin d'électeurs, n'a pas besoin de citoyens. Le système capitaliste, il a besoin de travailleurs et de consommateurs, mais surtout pas de citoyens qui viendraient embêter la manière dont on produit. La démocratie continue, au contraire, elle a besoin de citoyens, c'est-à-dire de personnes qui, tout au long de leur vie, de leur activité, quel que soit le lieu de leur activité, participent, ont une volonté, participent à la confection de la volonté générale d'une ville, d'une région ou d'un pays. Et la question qui se pose ici est de savoir à quel citoyen on renvoie lorsqu'on parle de convention de citoyens. Et nous avons eu un débat dont on voit encore aujourd'hui les conséquences. Quel type de citoyen doit participer aux conventions de citoyens? Alors certains disaient qu'il faut que ce soit des citoyens qui soient pris dans les associations, des citoyens qui soient compétents sur le sujet dont on veut traiter. Et nous, on a considéré que non. Nous, on a considéré que les citoyens qui devaient participer aux conventions de citoyens étaient des citoyens profanes. C'est-à-dire des citoyens, alors le président l'a dit tout à l'heure, c'est des citoyens alors, ordinaires
c'est-à-dire des citoyens qui ne sont pas engagés dans une association, pas engagés dans un syndicat. Le Conseil économique, social et environnemental représente la société civile organisée, dans ces syndicats, ces associations. Nous, ce qu'on souhaite, c'est la société civile non organisée, le citoyen qui, pour des tas de raisons, n'adhère pas à un syndicat, à une association, mais souhaite, tout simplement en tant que citoyen, participer à l'élaboration de telles réglementations, de telles normes. Et c'est pour ça que nous considérons que ne peuvent participer à ces conventions de citoyens que des citoyens qui n'ont pas a priori sur le sujet une réponse ou un savoir. Nous souhaitons des citoyens profanes, comme on dit dans notre texte de loi, et qui restent anonymes durant le déroulement de cette convention de citoyens. Alors, ça a posé quelques problèmes avec des associations, on parlait à l'instant avec Jacques Costa, sur certaines associations, par exemple comme des FIS, considèrent que ne peuvent participer à ce type de convention que des citoyens qui sont informés du sujet parce que eux, ils savent. Et il nous reste donc 2 minutes. Donc je passe. Donc voilà, je pense, si vous voulez, que les conventions de citoyens sont un instrument possible pour passer de la forme représentative à la forme continue de la démocratie. Évidemment, ça remet en cause le fait que le suffrage universel n'est pas le seul instrument de légitimation de la production de la loi, de la règle, de la politique publique. Et ça remet en cause le monopole de l'Assemblée nationale, le monopole de la représentation nationale. On met en place quelque chose qui pourrait arriver un jour à dire qu'on n'a plus besoin d'Assemblée nationale ou de députés élus. Alors évidemment, tout ça, c'est conditionnel et toute convention de citoyens ne débouche pas automatiquement sur ce que je viens de dire. Il y a des conditions à remplir. Des conditions à remplir que nous avions étudiées dans ces 2 ans, à partir des expériences étrangères. Alors j'y viens pas parce qu'on en parlera. On avait remarqué que ça avait commencé en 1977 par des conventions de consensus médical. Jacques avait fait cette étude-là. Il y a l'exemple danois, il y a la wiki-constitution islandaise, il y a l'expérience en Irlande, parce qu'on y reviendra. Ce qui nous a paru important, nous, c'est d'inscrire ces conventions de citoyens dans la Constitution et d'élaborer ce qu'on pourrait appeler un code d'agir. Copier le vocabulaire d'Habermas, un code d'agir conventionnel. Et notamment en répondant aux questions qui peut déclencher une convention, qui peut la déclencher. Et nous avions opté pour une série d'acteurs qui vont déclencher la convention, mais notamment des pétitions de citoyens qui peuvent déclencher une convention citoyen, mais le Premier ministre aussi, les groupes parlementaires aussi. Comment s'organisent ces conventions? Alors là, on a parlé tout à l'heure des conventions ça se fait un peu actuellement n'importe comment et ça peut être récupéré par le marché. Et donc on a voulu que la procédure de ces conventions distingue bien le comité d'organisation, le comité de pilotage et le facilitateur. Et chacune de ces institutions a un rôle spécifique. Ce qui est très important, par exemple, c'est le comité de pilotage qui est désigné par le comité d'organisation, qui est composé, selon nous, de personnalités qui sont compétentes dans la manière du débat public et qui sont spécialistes dans l'objet de la convention. Et le facilitateur, lui, est simplement celui qui doit, qui est un spécialiste du débat public, de la dynamique de groupe, et qui doit aider le groupe à formaliser disons, ses propositions sans intervenir dans le fond du débat. Donc il y a une procédure très, très stricte. Il y a un déroulement
de la Convention aussi très stricte. Il y a une période de formation, formation au débat public, formation sur le sujet de la Convention. Lorsque ces citoyens sont formés, débat public, des citoyens vont décider d'auditionner telle personne ou telle personne, et à la fin, troisième étape, ces citoyens se retrouvent à huis clos pour élaborer un avis, une proposition, qui est automatiquement transmise à l'Assemblée nationale, avec l'obligation pour l'Assemblée nationale de délibérer sur l'avis de cette convention de citoyens. Alors, c'est un cadre peut-être un peu strict, ouvert, on peut en discuter, mais qui nous a paru quand même utile de préciser, parce que, je pense que Marie-Angèle le dira, parfois il y a des vraies fausses conférences de citoyens, et je pense que si on veut précisément faire de ces conventions de citoyens un instrument de refondation de la démocratie, il faut qu'on soit rigoureux sur le mode de délibération, le mode d'organisation de ces conventions de citoyens. Voilà, merci, et excusez-moi d'avoir été... Merci Dominique. Je vous souhaite la parole, Marie-Angèle. Merci beaucoup. Eh bien, mon intervention va être très différente puisque je vais essayer de rendre compte de ma connaissance pratique des conventions de citoyens acquises à la suite de la participation, soit comme membre du comité de pilotage, soit comme présidente de ce même comité de pilotage, de 4 voire 5 conférences de citoyens. Je dis voire 5 parce que pour la 5e, celle sur la science économique, j'ai été obligée de démissionner de la fonction qu'on m'avait attribuée de présidente du comité de pilotage parce que je n'arrivais pas à constituer ce comité de pilotage puisque les économistes auxquels je demandais de participer m'envoyaient balader. Marie-Angèle Hermite ne connaissait pas, ça ne les intéressait pas, le processus ne les intéressait pas, qu'ils soient libéraux ou qu'ils soient économistes atterrés. Dans un cas comme dans l'autre, on ne les intéressait pas. Et donc j'ai été obligée de démissionner parce que j'allais mettre en péril tout le processus. Donc ça c'est quelque chose aussi à retenir. En fonction des experts qu'on veut avoir pour faire la formation des citoyens, il faut quelqu'un de crédible, et moi je n'étais pas crédible. Il faut quelqu'un de crédible à la tête du comité de pilotage. J'ai été crédible pour les déchets nucléaires, j'ai été crédible pour les OGM, j'ai été crédible d'une certaine manière pour les ondes, mais pas pour la science économique. Alors que j'ai un prix de science économique, mais en tant que juriste. Bon, donc, vous voyez, à chaque conférence, on a des échecs, et à chaque échec, on apprend quelque chose et on améliore le processus. Alors, effectivement, les conférences de citoyens, c'est un processus risqué qui peut déraper à chaque instant, on le verra. Alors, les risques, ils viennent essentiellement d'un défaut qui se produit à un moment ou à un autre des grandes phases de la conférence ou de l'articulation entre ces phases, sachant que je dis tout de suite, moi j'ai une vision très subjective, si j'ose dire, de chercheur praticienne de ces conférences de citoyens, avec un certain nombre d'exemples, mais 5 seulement. Alors j'ai observé d'autres, et c'est encore subjectif dans la mesure où je juge de la qualité d'une procédure un peu à l'aune du résultat, c'est-à-dire de la qualité de la recommandation. Et vous verrez qu'en fait, c'est plus compliqué que ça. Donc, je dis tout de suite que je vous fais une intervention subjective.
Alors, il y a 5 moments ou personnages importants dans une conférence de citoyens. Le premier, c'est ce qu'on appelle généralement le commanditaire, c'est-à-dire la personne qui décide d'organiser la conférence de citoyens, théoriquement qui la finance, et c'est une procédure assez onéreuse. Donc, le commanditaire. À mon avis, Dominique vous a parlé essentiellement du public. À mon avis, les entreprises privées peuvent aussi organiser des conférences de citoyens. J'en ai vu en Grande-Bretagne. Et du moment que c'est bien fait, le seul risque, finalement, c'est que le résultat ne plaise pas à la personne qui a demandé, à la personne morale qui a demandé, et qu'elle ait fait signer une clause de confidentialité avant. Mais j'avoue qu'avec le fonctionnement des réseaux sociaux aujourd'hui, je pense que ça ne peut plus trop se passer comme ça. Voilà. Donc, public, privé, c'est également possible. Le deuxième risque lié au commanditaire, c'est qui pose une question inadaptée. Alors, on peut imaginer une question trop complexe, mais ça, j'ai pas d'expérience là-dessus. J'ai vu des citoyens, pourtant d'un niveau socio-éducatif très, très divers, se débrouiller des déchets nucléaires, ce qui n'est pas spécialement simple. Par contre, ça peut être trop précoce. C'est pas une raison pour ne pas le faire, mais dans ce cas-là, il faut être très prudent vis-à-vis des résultats. J'ai vu ça avec l'Île-de-France, la région Île-de-France, qui avait organisé une conférence sur les nanotechnologies, à l'époque où on savait très très peu de choses. On n'en sait toujours pas beaucoup sur les nanotechnologies, et du coup, les citoyens ont surtout dit que c'était intéressant, qu'il ne fallait pas s'en priver, mais qu'il fallait être plus prudent, et surtout ils ont dit il faut des évaluations préalables de risque. Ça n'a pas été fait, et on commence à avoir des résultats très inquiétants, dont tout récemment on s'est rendu compte que la présence de nanodéchets dans l'environnement faisait muter des bactéries. De façon, on ne comprend pas comment. Mais les bactéries mutent, et certaines deviennent résistantes aux antibiotiques alors qu'elles n'ont pas été en contact avec des antibiotiques. Donc, les nanos, on s'intéresse à ça parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne et ça produit des effets inattendus, mais ça produit aussi des effets totalement inattendus dans l'environnement. Donc, trop précoce. Les ondes électromagnétiques et leurs effets sur la santé, le problème c'est qu'on n'a pas trouvé d'experts, enfin très peu d'experts crédibles, capables de nous expliquer les effets sur la santé. Et on est toujours dans de fortes interrogations avec les effets des ondes sur la santé. Et du coup, la formation a été quasiment exclusivement avec le message circulé, il n'y a rien à voir, parce que aucune étude ne vient démontrer que. Alors, la situation a un tout petit peu changé depuis, mais on aurait encore beaucoup de mal à trouver des experts pour réaliser le principe du contradictoire. Troisième point difficile lié au commanditaire, c'est lorsqu'il n'a pas de pouvoir de décision. Alors, moi j'ai vu ça dans pas mal de conférences de citoyens. Celui qui pose la question n'est pas forcément celui qui a le pouvoir de décision, et donc la recommandation va rester dans le vide. Alors, je vais vous donner quelques exemples. C'était pourtant le gouvernement qui avait demandé l'organisation de la conférence de citoyens sur les OGM en agriculture. Sauf que le temps d'organiser la conférence, le gouvernement n'était plus en place. Et celui qui a suivi n'avait aucun intérêt, ne s'est même pas informé sur la recommandation, qui pourtant est extrêmement intéressante.
Alors elle a certes été réalisée au fil du temps, à peu près 70% des recommandations, mais les 30% restants ont été ceux sur lesquels l'implantation des OGM a posé problème et finalement n'a pas eu lieu. Et donc peut-être que si on avait mieux écouté les citoyens, on se serait évité beaucoup de problèmes. Alors, deuxième exemple, quand Jacques Testard était président de la Commission française du développement durable, qui était un petit truc d'une douzaine de personnes que personne n'écoutait vraiment, on a décidé d'organiser cette conférence sur les changements climatiques. Cette conférence de 2002, quand on relit aujourd'hui les recommandations, si on l'avait écoutée, on aurait gagné 15 ans. C'est une recommandation qu'il faut lire parce qu'elle dit exactement ce que l'on n'a pas fait et ce qu'il aurait fallu faire. Et je tiens à préciser que les citoyens ont admis d'emblée, nous sommes convaincus que c'est notre mode de vie qui génère le phénomène. Les conséquences sont désormais prévisibles. Il est urgent d'agir vis-à-vis de l'ampleur du phénomène, etc. 2002, des citoyens disent on est obligé de changer notre mode de vie. 2002. Donc, dernier problème pouvant être lié, mais évidemment, personne ne s'est intéressé aux recommandations. Il y avait 10 journalistes ou 15 journalistes quand les recommandations ont été rendues, et jamais personne du gouvernement n'a demandé à voir ni les citoyens, ni ça. Et après, la Commission française du développement durable nous a éjectés. Dernier problème, le commanditaire est presque toujours trop pressé. Il veut des réponses dans les 3 mois, admettons, il faut au moins 8 à 9 mois pour organiser une bonne conférence de citoyens. Et donc, on est obligé de bricoler, et ce n'est pas une bonne chose. Alors ça, c'est ce qui concerne le commanditaire. Après, vous avez un double personnage, la plupart du temps, un prestataire de service qui est une entreprise qui est devenue spécialisée dans l'organisation des débats publics, etc., et des conférences de citoyens, et puis un comité de pilotage composé, comme on vous l'a dit, de gens qui connaissent bien ce type de procédure et de gens qui connaissent bien le sujet, changement climatique, OGM, ondes électromagnétiques, etc. Or, en réalité, si on veut faire un bon COPIL, un bon comité de pilotage, il faut des gens qui... il faut un président qui travaille quasiment à temps plein pendant au moins 3 mois. Et ça, je connais peu de gens qui ont d'ailleurs les moyens de le faire. Il faut que les autres membres du comité de pilotage soient eux-mêmes très impliqués. Or, la plupart des difficultés que j'ai eues venaient de gens qui répondaient pas aux mails, répondaient pas aux coups de fil, ne venaient pas aux réunions. Il y en a toujours dans les comités de pilotage et ça déséquilibre les comités de pilotage. Et gros problème avec les prestataires qui n'ont pas les mêmes intérêts souvent qu'un comité de pilotage. J'entends par là le fait que le prestataire de service sont des entreprises qui sont tout à fait utiles comme médiateurs, comme organisateurs de débats, etc. Pour les conférences de citoyens, il y a un gros problème, me semble-t-il, qui est qu'elles ont souvent des liens récurrents avec les commanditaires et que du coup, il faut quand même pas trop déplaire aux commanditaires. Donc, elles prennent très souvent la main sur un comité de pilotage qui est, lui, peu présent. Et donc, le fait que ce soit leur objet, alors que les membres du comité de pilotage, ils ont
à enseigner, à faire leurs recherches, à faire ci, à faire ça en même temps. Ça crée un déséquilibre et finalement, c'est la méthodologie du prestataire qui l'emporte très souvent. Or, ils sont obligés de faire fonctionner une entreprise avec des règles dures de l'économie. Et du coup, il y a beaucoup d'animation qui est bien payée et il y a moins de formation par les experts parce qu'évidemment, pendant la formation, généralement, le taux horaire est moins important. Et donc, il y a un côté, la formation, il ne faut pas embêter les citoyens avec des savoirs trop difficiles, etc. Alors que pour moi, c'est le contraire. Et ils en retiennent ce qu'ils en retiennent. Ils peuvent faire des erreurs, mais finalement pas tant que ça, parce qu'il y en a toujours un qui récupère l'erreur du voisin. Et c'est au contraire la formation qui leur donne l'éclairage nécessaire pour faire les bonnes recommandations. Donc moi j'ai un vrai problème avec le fait que les institutions publiques et des marchés publics, toujours avec les mêmes prestataires, et je trouve que ça crée des liaisons qui sont des liens d'intérêt tout simplement. Le COPIL fait la formation et il y a plusieurs façons de faire la formation. Au début, on avait martelé aux experts, vous devez être objectif. C'est-à-dire dire ça, il y a consensus là-dessus, ça c'est délicat parce que les uns pensent que, les autres pensent que, etc. Ça franchement on n'en sait rien. Bon. Dès la conférence sur les OGM, il est apparu que c'était impossible. Aucun n'a suivi les recommandations qu'on avait faites et d'ailleurs je crois que c'est impossible. Donc après, moi j'ai essayé d'imposer le principe du contradictoire et on l'a fait d'abord en demandant à un expert de l'avis A d'intervenir et après l'expert de l'avis B. Mais ça ne fonctionne pas, parce qu'il y en a un qui est plus convaincant que l'autre, parce que le dernier qui a parlé généralement l'emporte par rapport au premier, parce qu'il y en a un qui déborde, parce que quand chacun fait son intervention, il n'hésite pas à faire des petits glissements, à oublier ceci, à oublier cela qui le gêne. Et finalement, dans l'affaire des déchets nucléaires, je leur avais imposé, ce qui n'a pas toujours été simple, mais ils ont tous joué le jeu, je leur avais imposé d'intervenir ensemble. Et donc, l'un faisait la liste de tous ceux sur quoi ils étaient d'accord concernant tel sujet. Donc il ne pouvait pas mettre de côté ce qui l'embêtait parce que l'autre serait intervenu. Et après, il faisait séparément, moi je pense que sur ce point-là, et moi je pense que sur ce point-là. Mais il le faisait l'un devant l'autre. Et l'un devant l'autre, il y a beaucoup moins d'exagération, de fuite devant la difficulté, etc. Et là, j'ai trouvé qu'on avait fait un progrès absolument extraordinaire. Mais par exemple, si on fait quelque chose sur les ondes et la santé, on va avoir beaucoup de mal à faire ça. On pourra peut-être le faire maintenant, mais ça reste extrêmement difficile. Alors, l'enjeu de mon débat prestataire-COPIL, c'est que ce soit une institution du type Conseil économique, social et environnemental qui chapeaute le système avec des procédures bien rodées. Alors, j'ai que 1 minute et demie. Le choix du panel de citoyens, ça peut être compliqué. Ce sont des instituts de sondage qui font ça généralement. Mais pour avoir des citoyens ordinaires, naïfs, non impliqués, eh bien, c'est beaucoup plus difficile qu'on ne le croit, parce que si on veut faire les choses vraiment très bien, ça coûte cher.
donc les entreprises de sondage tapent dans les listes qu'ils ont, et on a eu, avec la conférence sur les ondes, la très mauvaise surprise, mais les citoyens étaient payés, et moi je ne suis pas d'accord avec ça, parce que ça introduit des biais. On a eu la très mauvaise surprise d'avoir des gens qui avaient été sélectionnés sur des listes de consommateurs. Et alors, je peux vous dire que quand je regardais les bandes vidéo, parce que tout doit être normalement filmé, et c'était le cas, les bandes vidéo montraient certaines personnes qui jouaient aux cartes sur leur ordinateur, d'autres personnes qui se sont disputées comme chien et chat pour des histoires n'ayant rien à voir avec la conférence. Bref, ça a été une catastrophe, à tel point qu'au bout de 2 week-ends, je me suis mise très en colère. J'ai eu une réunion avec tous les citoyens, les animateurs, etc. Et je me suis mise extrêmement en colère et j'ai dit, vous portez atteinte à ma réputation. Moi, je fais des conférences honnêtes, correctes, et vous, pendant ce temps-là, vous faites des conneries, grosso modo. Et ils se sont rebellés. Alors, il y a ceux qui sont partis, parce que je leur ai dit, on vous payera pas plus que prévu. Ils demandaient à être payés plus parce qu'il y avait plus d'heures. Je dis, vous ne serez pas payés plus, mais ceux qui veulent partir peuvent partir, avec l'intégralité de la somme. Donc il y en a 2 qui sont partis, et les autres se sont rebellés. On nous a dit, ouais, on est sur des listes, on fait ça régulièrement pour arrondir les fins de mois, mais on n'en est pas moins des citoyens parisiens. Et là, je me suis dit, bah, ils ont raison. J'aurais dit, mais maintenant, il va falloir vous bouger un peu. Et finalement, ils ont fait une recommandation qui n'est pas si mauvaise que ça. Et donc, le truc a été rattrapé au dernier moment, même si c'est quand même pas la meilleure recommandation des conférences auxquelles j'ai participé. Alors, citoyens trop peu intéressés, c'est un vrai problème. Citoyens trop impliqués, c'était le cas dans la conférence sur la science économique, parce que ils avaient été choisis non pas par une entreprise faisant les sondages par téléphone au sort, tirés au sort, mais ils s'étaient portés volontaires à la suite d'un appel sur France Inter. Et effectivement, les volontaires sont des gens qui ont des idées à défendre. Et on voit bien dans le résultat que c'est quand même pas le résultat qui aurait probablement été celui d'une conférence organisée selon des critères plus traditionnels. De même, on peut toujours avoir des gens qui ont un intérêt, qui se glissent dans le panel de citoyens. Je pense par exemple que avec la conférence sur les OGM dans l'agriculture, il y avait, je pense que ça a été volontaire, mais à l'époque je ne connaissais pas bien le système, donc ça ne me paraissait pas à bannir forcément. Il y avait 2 agriculteurs, et je ne pense pas qu'ils aient eu un rôle positif dans le panel de citoyens. Et je pense que si on fait une conférence sur l'agriculture, les agriculteurs doivent être parmi les experts, mais ne doivent pas être parmi les citoyens recevant les produits de l'agriculture. Et dans la conférence sur les déchets nucléaires, j'ai évité de justesse un général qui avait assuré le commandement de l'OTAN et qui disait n'avoir aucun lien d'intérêt avec le nucléaire. Donc il a quand même fallu lui faire comprendre que c'était un peu délicat de soutenir ça. Donc vous voyez que c'est sur le tas qu'on apprend et que la bonne procédure, elle doit encore être mise, à mon avis, à l'épreuve. Et il faudrait faire des retours avec chaque commanditaire, par exemple 5 ans après, 10 ans après. Il faudrait faire des retours sur ce qui a fonctionné, ne pas fonctionné. Et pour l'instant, je n'ai pas vu de tels retours. Et je trouve ça dommage. Je vous remercie.